dans le raisonnement. On a eu ces derniers temps pas mal de débats politiques, c'était intéressant parce qu'ils utilisent des vraies techniques de confrontation. Lorsque vous avez Sarkozy qui disait à Fabius en parlant de Hollande, comment pouvez-vous dire que votre candidat a une stature présidentielle quand il y a quelques semaines vous le traitiez de fraise-ribois, hein? C'est une phrase qui restera dans les techniques d'incohérence de discours. L'empathie par excès est une méthode qui consiste à aller à fond dans le sens de l'autre. Alors si franchement vous pensez que vous pouvez vous débrouiller tout seul, il y a des solutions encore plus simples en kit, vous allez voir, ça se prend tout seul, une piscine, vous faites tout vous-même. Marine Le Pen est la spécialiste de l'empathie par excès. On lui a dit, il n'y a pas de coût d'immigration, elle a dit dans ce cas-là, il faut venir 10 millions d'immigrés, on va gagner de l'argent. C'est ça. C'est ça l'empathie par excès. Ce que l'on voit, c'est que les compétences liées à la démarche de vente sont en train d'évoluer significativement pour aller jusqu'à l'inversion totale de cette pyramide. Si la phase de découverte était fondamentale, l'argumentation et les objections diminuaient au fur et à mesure, parce que plus la découverte était forte, moins on était confronté à des résistances. Aujourd'hui, on va se retrouver avec une pyramide inversée, avec un comportement beaucoup plus assertif, qui va être basé sur une maîtrise parfaite de l'argumentation et une capacité à traiter des objections parce que la personne en face de nous a une idée assez précise de ce qu'elle souhaite. Ça, c'était l'acte 1. Les mouvements autonomistes et ce que ça veut dire dans l'évolution des comportements d'achat. Le deuxième volet est tout à fait dans le prolongement de ce qu'on va voir et aussi très perceptible au quotidien. Il s'agit des nouveaux parcours d'achat. Qu'est-ce que c'est que cette notion de parcours d'achat? Avant, on parlait de processus de vente, puisque c'était le vendeur qui avait la maîtrise. Progressivement, on est en train de passer d'un processus de vente à un parcours d'achat, à quelqu'un qui se forge lui-même ses propres convictions. Alors ça se traduit par quoi? On va faire un petit flashback au siècle dernier. On y retourne. Mois d'octobre, novembre, il commence à faire froid, il va falloir mettre la chaudière en route. C'est toujours un moment un peu délicat. Parce qu'il va falloir appuyer sur un bouton. Alors on appuie sur un bouton, lequel, la notice, elle est passée où? Il y a quelqu'un qui l'a déplacée, où est-ce que tu l'as mise? On appuie sur un bouton, ça ne peut pas démarrer, saloperie de chaudière. Au bout de quelques minutes, étant incapable de la démarrer, on s'est dit, allez, ça va. Je vais appeler, allez, appeler qui au siècle dernier? Technicien. De préférence, un plombier chauffagiste. Ben oui, on était sains au siècle dernier. On avait des comportements plutôt logiques. On allait appeler un plombier chauffagiste. Et pour trouver les coordonnées du plombier chauffagiste, on avait besoin d'un outil indispensable. Vous vous souvenez de lui? Il y avait ça, il y en a encore des fois qui traînent un petit peu les pages jaunes. Mais sans ça, on était perdus. Il nous fallait les pages jaunes. Mais au siècle dernier, on était assez simple et simple. Alors on prenait les pages jaunes et on allait ouvrir la rubrique plombier chauffagiste. Et comme on avait quand même un sens logique de l'économie, de préférence, on allait choisir où le plombier chauffagiste? Pas loin de chez nous. S'il était à Pau, c'était pas stupide, quoi. Hein. Donc on prenait plombier chauffagiste à Pau. Et puis là, on avait une liste de plombiers chauffagistes. Alors là, on se reposait encore la question. Lequel je vais choisir? Lequel, d'après vous? Plusieurs qui entraient, hein? Hein? Alors, première chose, les anglo-saxons disent le top of mind. C'est celui auquel on pense, on a son nom. Dans ma ville, c'est Roger Leroux. C'est vrai, c'est Roger Leroux. Tout le monde connaît Roger Leroux. Pourquoi? Parce qu'il est avenue de Lattre de Tassigny. Vous ne connaissez pas l'avenue de Tassigny? C'est celle qui mène, on connaît, tout le monde dans ma ville connaît, parce que c'est celle qui mène au marché. Et comme on va au marché, toutes les semaines, on passe devant Roger Leroux. Au bout d'un moment, ça finit par rentrer. Puis quelque temps, il laisse son véhicule garé devant. Ça se voit encore mieux. Donc, il y a le top of mind. Il y a ceux qui se disent, attends, c'est des investissements publicitaires. C'est le coût GRP. Il y a ceux qui ont les gros pavés publicitaires. Alors, on les voit. Et c'est vrai qu'il y avait une corrélation entre le nombre d'appels et la taille du pavé. Il y avait les malins qui s'appelaient AAA, plombier chauffagiste. Alors, on allait appeler le plombier chauffagiste. Il venait ou il venait pas, en tout cas, c'est des simples. C'était au siècle dernier. Aujourd'hui, il se passe quoi? 82% des Français vont aller au même endroit. Où, d'après vous? Et vous allez sur Google et vous savez ce qu'ils vont taper? Qu'est-ce qu'ils vont taper?
vu l'évolution? On va même pas taper plombier chauffagiste, on va taper chaudière en panne. Où il y a ma chaudière qui est en panne. Avant d'aller chercher un expert, maintenant on raconte ses malheurs au monde entier. En se disant, il y a bien qui va répondre. Et en balançant chaudière en panne, je l'ai fait chez moi. J'ai fait chaudière en panne. Là, sur quoi je suis tombé? 303 000 résultats, 0,31 secondes. Et je suis tombé sur bricoleurdudimanche.com. Premier de la liste, je vous jure. Pas de Roger Leroux. Il y avait Locataire avec chaudière en panne. Comment relancer ma chaudière en panne suite à vidange? Et quand vous rentrez là-dedans, il y a des gens qui discutent, qui forment, mais alors qui chattent et qui disent: est-ce que tu as pensé à vérifier que le robinet d'eau était ouvert? Non, ça je l'ai pas fait. C'est pas con ce qu'il dit. Attends un peu la montée en pression. Il y en a qui disent: il y a une tempo, le doigt tu laisses 3 secondes dessus et tu vas voir. Dans 60% des cas, on va analyser, la chaudière elle repart sans faire venir un plombier chauffagiste. Un pan entier du business qui est en train de disparaître. Alors, on peut en rire, on peut en pleurer, mais en tout cas, c'est un sacré changement qui est en train de se produire, ce qu'on appelle des évolutions, des parcours d'achat. Et ce qui est le plus significatif, c'est la manière de formuler le problème. Avant, on allait chercher un plombier chauffagiste. Aujourd'hui, on dit: ma chaudière est en panne, ou comment démarrer ma chaudière en panne. On s'exprime différemment, de manière à être de plus en plus autonome. Je pense que je vais y arriver. Et c'est vrai qu'on y arrive de plus en plus souvent seul. Cette évolution des parcours d'achat, oui. Je voulais juste dire, aujourd'hui, vous tapez chaudière et Google vous propose en panne. Oui, c'est vrai en plus. Parcours d'achat dans le domaine de l'immobilier. Il y a bien longtemps, on se réveillait un samedi, on dit: l'appartement il est un peu petit, il faudrait peut-être qu'on trouve plus grand. T'as raison. L'idée venait de germer. Alors, il va peut-être falloir qu'on aille voir une agence immobilière. Et puis, on va lui expliquer quels sont nos besoins. Et logiquement, il devrait nous faire visiter des maisons, des appartements. Et si on trouve notre bonheur, on va acheter. C'était au siècle dernier, ça. Et ça s'appelle un parcours d'achat relativement simple. Et quand vous avez un parcours d'achat simple, il est très facile de mettre un process de vente simple aligné sur le parcours d'achat. Vous aviez un contact, une rencontre, une offre et une conclusion. Et tout ça allait pour le mieux dans le meilleur du monde. Il suffisait d'optimiser les comportements à chaque étape pour générer du résultat. Aujourd'hui, les mêmes. Une idée. Qu'est-ce qu'on fait? Google. Et c'est parti. Et ça tweet, et ça forum, et ça va chercher. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Est-ce qu'il n'y a pas des financements qui sont plus intéressants? Est-ce qu'il faut acheter ou louer? Et vous arrivez à trouver quelqu'un qui va aller dans l'agence immobilière avec des certitudes, des vraies certitudes. Et si on commence à lui dire: mais que recherchez-vous dans ce schéma? C'est fini. On a une perte de temps et on est dans l'incapacité d'avoir une solution. Alors il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire lui laisser faire son parcours d'achat complètement et acheter quasiment en ligne ou venir simplement sur la concrétisation. Ce qui est le plus caractéristique aujourd'hui, c'est le déphasage qu'il y a dans les entreprises, B2B, B2C, dans l'industrie, à l'export, partout. Le déphasage qu'il y a entre les process de vente qui n'ont pas changé, alors que les parcours d'achat ont complètement muté. Alors on dit: ouais, mais nous on est moins concernés, on n'est pas touchés. Pourquoi on n'est pas touchés? Parce qu'on fait encore 80% de notre chiffre d'affaires avec des anciens clients. Et comme ce sont des anciens clients, ils nous connaissent, ils n'ont pas besoin de faire le parcours d'achat. Alors ils nous appellent directement, carrément sur le portable, en envoyant des fois un SMS. Mais tout le new business, toute la conquête, on trouve que c'est curieux qu'on a une évaporation du portefeuille et on n'a pas une alimentation suffisante. Premier indicateur à regarder aujourd'hui, c'est le taux de compensation. C'est cette capacité à trouver plus de clients qu'on en perd. Et dans la plupart des secteurs d'activité, ce taux s'est détérioré parce qu'il y a un déphasage entre les parcours de vente et les parcours d'achat. Conseil numéro 6, faites le parcours comme votre futur client. Essayez de vous mettre dans la peau d'un prospect et tapez ce qu'il faut sur Google ou d'autres moteurs pour voir si vous allez vous rencontrer. Et posez-vous cette question: me suis-je rencontré déjà? Et une fois qu'on s'est rencontré, dans quel état on est ressorti du parcours? Est-ce qu'on n'a plus envie d'acheter? Est-ce qu'on a envie d'acheter? Est-ce qu'on a rencontré quelqu'un qui était encore plus impactant que nous dans la démarche? Et regardez les conséquences que ça peut avoir. Conseil numéro 7, repérez les clients en mode achat. Ça, c'est une notion aussi essentielle.
Qu'est-ce que c'est qu'un client en mode achat? Avant, on le repérait assez facilement. Quelqu'un qui voulait acheter une voiture, il allait dans une concession. Et un vendeur de voiture savait qu'il avait 6 jours pour concrétiser. C'était normé, c'était défini. En moyenne, quelqu'un qui rentrait dans une concession allait acheter une voiture dans les 6 jours. Aujourd'hui, identifier un prospect en mode achat, il y a moins de monde dans la concession. Beaucoup, beaucoup moins de monde. Qui est propriétaire d'une voiture parmi vous? Vous voulez bien lever la main? Il y en a. Ah. Qui avait l'intention de changer de voiture dans l'année parmi vous? Déjà moins de monde. Vous voyez, le premier groupe, c'est ce qu'on appelle des suspects. Ce sont des individus qu'on peut suspecter de pouvoir être intéressés par une voiture. Le deuxième groupe, on va les qualifier de prospects. C'est-à-dire que ce sont des suspects qui ont déjà projeté de changer de véhicule. Allez, je continue. Qui parmi vous a l'intention de changer de voiture dans les 10 jours? Non. 1. Ça s'appelle un prospect en mode achat. 2. Ça vaut de l'or. Quand on est vendeur de voitures, ça vaut de l'or. Être capable d'identifier ces deux individus, qu'on appelle prospects en mode achat, donne un avantage phénoménal sur la concurrence. Avant, c'était facile, ils venaient à nous. Maintenant, ils ne viennent pas à nous. Alors, comment on va les identifier? Comment on va les trouver, ces prospects en mode achat? Ouais. Et comment on va les trouver sur Internet? Tous les prospects en mode achat ont cette caractéristique, c'est qu'ils recherchent de l'information. Et quand on analyse ce mode achat, le parcours de vente était extrêmement simple avant. Il y avait le rendez-vous et il y avait l'achat. Il pouvait y avoir plusieurs rendez-vous, mais c'était toujours la même chose. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe avant. Ce qui se passe avant, c'est qu'il va avoir de l'information, il va lire de l'information, il va s'abonner à un flux RSS, il va partager de l'info, il va poser des questions pour savoir si le modèle est bien aussi performant qu'on le dit, il va commenter, il va télécharger, il va même faire une démonstration en ligne et creuser, il va participer à un groupe de discussion avant d'arriver au rendez-vous où il en sait autant que le vendeur, parce qu'il a une connaissance qui est une connaissance élargie et non pas une connaissance monopolique. L'opportunité se décelait là, aujourd'hui l'opportunité elle doit se déceler ici. Ce qui veut dire que quand on a identifié le parcours d'achat de ses clients, on a intérêt à se positionner très très tôt sur ce parcours d'achat. Les grandes entreprises dans le domaine industriel sont les premières à donner de l'information. Pourquoi? Parce que quand on va chercher cette information, on va commencer à avoir une première impression en termes de communication. Et non seulement être présent très tôt, mais être présent tout au long du parcours. Le risque, c'est de perdre en cours de route. C'est de chercher l'information dans une entreprise et puis de glisser progressivement vers d'autres. En fait, ça se résume, ce nouveau process de vente, avec ces traits des 4 I après les 4 C de contact, connaître, convaincre et conclure. Aujourd'hui, on dit le premier I, c'est informer. Informer, mais en permanence, en actualisant l'information pour la rendre obsolète. Parce que si elle n'est pas obsolète, on détruit la valeur. Donc on va la rendre obsolète en permanence par de l'innovation technologique, marketing ou la manière de présenter les choses. Informer, ça va amener un premier flux vers nous. Deuxième étape, c'est impliquer. Impliquer, c'est à minima faire un test, à minima faire télécharger des informations. Ce sont les premiers actes, avant d'arriver à l'identification. Parce que quand on va identifier, c'est un effort important. Donner son nom, ça veut dire que je m'identifie en prospect en mode achat. Et ce n'est qu'à la fin qu'on va interpeller. Si on interpelle trop tôt, on perd le client en cours de route. Cette étape des 4 I fait partie des nouveaux fondamentaux de la vente. Conseil 8, surfez autant que possible avec vos clients. Je vais revenir à l'exemple du particulier parce que ça repart encore de là. Bon nombre de vendeurs considèrent que les nouvelles technologies constituent un handicap à la vente, voire même un ennemi qui est en train de prendre leur place. Il est arrivé une anecdote assez croustillante. Avec mon épouse, un samedi, nous sommes allés à la Baule, on est passé devant chez Roger Leroux, on va vers le marché, et puis il ne faisait pas très beau. Elle me dit, ça serait bien qu'on se prenne une petite semaine au soleil. Je lui ai dit, c'est une bonne idée. On est passé devant l'agence de voyage, on est rentré dans l'agence de voyage, puis après-midi. Un grand moment de vente. On est arrivé dans l'agence de voyage, il y avait quelques personnes devant nous.
bien charmante, un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, du moins qui me laissait penser que ça faisait plusieurs années qu'elle ne travaillait plus, si vous voyez ce que je veux dire. Retraitée, heureuse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles font un samedi, alors qu'il y a toute la semaine pour y aller, et que moi j'ai que le samedi, il va falloir que j'attende. Alors on a attendu quelques minutes, notre tour est arrivé, et on a exprimé notre besoin de la manière suivante. Nous avons envie de partir une semaine au soleil, on a envie de se reposer dans un endroit où on est à peu près sûr du beau temps, et si possible d'avoir un peu de culturel autour pour ne pas user trop les neurones, hein, mais qu'on puisse visiter. Et là, la charmante jeune femme s'est retournée, a pris le catalogue hiver, nous a dit, vous avez tout dedans. Si vous avez besoin d'informations, vous n'hésitez pas à me demander. On s'est assis un petit peu plus loin, on a attendu un quart d'heure, on avait un hôtel qui nous correspondait pas trop mal. Et nous sommes revenus en disant, qu'est-ce que vous pensez de cet hôtel? Elle a regardé, elle a dit, je suis désolé, je ne le connais pas. Ce qui est assez classique depuis qu'on a supprimé les voyages découverts parce que c'est extrêmement coûteux pour les tours opérateurs. Vous n'avez aucune information à nous communiquer? Elle a dit non, aucune. Bien. Mais vous pouvez garder le catalogue si vous le voulez. Merci beaucoup. Mais écoutez, on va réfléchir. On est allé à la maison, qu'est-ce qu'on a fait à la maison? Internet, on a regardé, on a lu ce que disaient les gens, et puis finalement, c'était très bien. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais quelle est ça? Pourquoi on n'a pas fait ça ensemble? Pourquoi elle ne nous a pas dit, je ne connais pas cet hôtel, ça fait peu de temps que nous le commercialisons, mais on va tout de suite regarder sur Internet, on va aller sur TripAdvisor ou trois autres, et il y avait deux cas de figure. Où l'hôtel était bien, elle nous disait, vous voyez, on leur dit le plus grand bien, en plus elle se dédouanait, il n'y a aucune raison, on va réserver dès maintenant. Deuxième cas, écoutez, les commentaires ne sont pas excellents, mais moi je pourrais plutôt vous conseiller tel hôtel, celui qu'elle connaissait. Mais non, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, on va être amené à faire de la vente assistée par les nouvelles technologies et ce serait tout à fait normal qu'un commercial et soit l'informatique embarqué puisse se connecter en permanence. Alors, acte 3, c'est l'usure du face-à-face. Je surveille du face-à-face classique. Cette usure du face-à-face classique, on va la retrouver en retournant cet appareil-là. Il n'est pas très moderne comme téléphone, mais quand on fait de la vente, à un moment, il fallait faire de la prospection dans le dur. Ce n'est pas un moment de plaisir. Alors on prend le téléphone et puis on attaque. Vous savez, ça a été modélisé, la prospection dans le dur. On sait ce qu'il faut faire pour prendre un rendez-vous. Il faut être odieux. Mais odieux. Et si on n'est pas odieux, ça ne marche pas. Les ratios de l'odieux, c'est 7, 3, 1. 7 appels, 3 interlocuteurs, un rendez-vous. N'importe quel marché, n'importe quelle cible, si on veut s'attaquer à un dirigeant, à un cadre supérieur. Alors comment on fait? 7, 3, 1. 7 appels, 3 interlocuteurs. Un rendez-vous. On n'a que 3 fois l'interlocuteur, parce qu'entre l'interlocuteur et nous, il y a qui au bout du fil? Le pitbull. Généralement de type femelle. Dressé. Fidèle. Nourri par le chef. Le pitbull qui va tout faire pour nous empêcher d'approcher. Alors, on s'est rendu compte très vite, à l'expérience, que chercher à négocier avec un pitbull, ça ne marche pas. Vous lui lâchez ça, paf, elle vous a chopé le mollet. Plus vous remuez, plus elle serre. Donc, on ne négocie pas avec un pitbull. Alors, ça donne ça, tout testé depuis... des décennies, ça donne ça. Bonjour Gérard Bayard, passez-moi Jean Dupont s'il vous plaît. Le pitbull aboie. Oh, c'est à quel sujet? À ce moment-là, on lui dit tout de suite que c'est Gérard Bayard. Mais pourquoi Bayard, B-A-I-2-L-R-D. Le pitbull tente une nouvelle, mais monsieur, dites-moi, c'est à quel sujet? Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. Le pitbull commence à réfléchir. Vous vous connaissez? Ah, oui, il vous connaît. C'est personnel. Et là, on lui dit, je dois effectivement lui parler personnellement. On n'a pas menti. Le pitbull doute. Il dit, c'est peut-être quelqu'un de la famille, je ne peux pas le chiquer. Dans le doute, je passe, je ne passe pas. 7 appels, 3 interlocuteurs. On tombe sur l'interlocuteur. Alors, une fois qu'on tombe sur l'interlocuteur, ça va changer de temps. Monsieur Dupont, bonjour, Gérard Bayard de Mercury International. Je souhaiterais vous rencontrer. Préférez-vous le lundi 12 ou le mardi 13? Une bonne vieille alternative.
Il répond toujours la même chose, à savoir, c'est pourquoi. Donc ça ne servait à rien de le dire avant, puisqu'il dit toujours les pourquoi. Alors, comme il dit c'est pourquoi, il s'agit du développement de la puissance commerciale de votre entreprise. Est-ce que vous voulez en parler le lundi 12 le matin ou le mardi 13 après-midi? Ayant peu de moyens, peu de matière, ce sont toujours les mêmes objections qui ressortent. Du genre, moi non plus, monsieur, c'est la raison pour laquelle j'ai pris la précaution de vous appeler avant de passer. Envoyez-moi une documentation. La documentation, c'est moi. Vous voulez la découvrir le 12 ou le 13. Je n'ai besoin de rien, c'est normal, je ne vous ai encore rien dit. Vous avez changé d'avis à l'issue de notre rencontre. Après 2-3 objections de ce type, il commence à s'énerver en disant, là, vous commencez à me chauffer les oreilles sérieusement. Il y en a 10 par jour comme vous qui m'appellent. Il y en a ras-le-bol. Fichez-moi la paix. Je claque. Et des fois, il raccroche. Là, on sait qu'on a 80% de chance de l'avoir. Rendez-vous. Tout de suite. Bip. Vous me repassez Jean Dupont, nous venons d'être coupés. Il faut faire vite. Monsieur Dupont, Gérard Bayard de Mercure International Nouveau, je vous rappelle pour vous présenter mes excuses. Je suis sincèrement désolé si j'ai été quelque peu agressif au téléphone. Mais imaginez simplement que vos vendeurs déploient autant d'énergie que moi pour obtenir des rendez-vous, ça donnerait quoi sur vos résultats? Vous voulez qu'on en parle le lundi 12 ou le mardi 13? Dernière tentative, pour le fun. Pour le fun. Alors, on a modélisé, on a regardé ce qui pouvait fonctionner. Et régulièrement, pour améliorer le nombre de rendez-vous, on fait des groupes. Alors on prend les vendeurs, il y a toujours trois groupes. Avant, il y en avait 2. Il y avait les filous et les staccanovistes. Alors les staccanovistes, c'est ceux qui appliquaient la méthode à fond, qui appelaient tout le temps, et ils avaient plus de rendez-vous. Les filous, alors eux, ils osaient des choses du genre vous me passez Jean Dupont, il vient de m'appeler. D'accord? Je viens de trouver un mot, un post-it sur mon bureau me demandant de rappeler Jean Dupont. Je ne sais pas à quel sujet, il faut me le rappeler. Tenez, je vous laisse mon numéro de portable, vous lui demandez de me rappeler. Et ils obtiennent les rendez-vous, ce sont les filous. Et puis il y a une nouvelle race aujourd'hui, ce sont les jeunes. Alors on dit comment vous faites au téléphone? Ils disent non, on ne fait pas de téléphone. Pourquoi on ne fait pas de téléphone? Parce qu'on n'aime pas ça. Parce que ça ne marche pas, parce que on n'aime pas ça. Donc vous faites comment? Et là, il dit, écoute, nous par exemple, on regarde sur le net les événements majeurs qu'il y a eu dans la région, et puis s'il y a eu une construction d'entrepôt, je regarde qui est le dirigeant de l'entreprise, je vais sur Viadeo, sur LinkedIn, et puis je lui envoie un petit message. Je t'envoie un message sur quoi? Viadeo, les réseaux sociaux. Et puis, et alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai des retours. Combien? 20% maximum, 2 sur 10, mais c'est pas mal parce que généralement ils ont envie d'acheter. Parce que je leur explique que ce serait bien qu'on se rende compte, on a une solution intéressante en termes de protection incendie pour les nouveaux établissements. Et ça va bien. Les plus anciens regardent ça, vous savez, d'un œil torbe, et puis se disent mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir? On est aussi sur les ruptures profondes dans les modes de fonctionnement aujourd'hui. Et l'utilisation des réseaux sociaux devient une arme commerciale. Alors, on mesure, on n'est pas avec les anciens clients, on ne va pas faire ça, mais c'est fou le nombre de contacts qu'on peut avoir chaque jour qui reviennent, qu'on peut informer de ce que l'on fait au quotidien, de savoir où on est, si ça peut les intéresser. Alors, changer les modèles de vente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le modèle unique de vente, qui reste le DAPA, dites-moi avant, je parle après, a trouvé ses limites. Il a trouvé ses limites parce qu'il ne s'adapte pas à toutes les situations de vente, il ne s'adapte pas à toutes les situations d'entreprise. Si je suis monoproduit, on m'a demandé d'aller vendre de l'eau plate en bouteille plastique de 50 centilitres. C'est ce qu'a fait notre usine. On ne sait pas faire autre chose. Nous, on fait de la fonderie sous pression, alliage d'aluminium et zamac. On ne fait pas autre chose que ça. Donc si je vais aller voir mon client en disant quand j'ai fait le DAPA, je ne montre pas ma solution technique avant d'avoir posé des questions, ça peut donner des situations cocasses. On va le faire. Monsieur, dame, bonjour. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous aimez comme eau? Et là, vous aimez bien, on aime bien l'eau pétillante. Allez, bing, à la première question, le mot pif. Première question. Pas possible, ça. Et en termes de conditionnement, vous cherchez plutôt grand format. 1 litre, 1,5 litre. En plastique ou en verre? En verre, c'est recyclable. En lave. Le revoilà. Heureusement, il reste la reformulation. Donc, si je vous ai bien compris, vous auriez plutôt une préférence pour de l'eau pétillante en grand format et plutôt bouteille verre. C'est bien ça? Oui, dit le client. On est content, on a fait la moitié du chemin. Arrive la phase de proposition.
une certaine fébrilité dans le mouvement quand même, quand il s'agit de parler de ces solutions. Changement de visage. Je sais que ce n'est pas exactement le modèle que vous cherchez. J'ai pas mal de clients qui m'en prennent quand même, qui en sont satisfaits. Comment voulez-vous avoir de la conviction quand vous savez que vous êtes complètement à côté de la plaque? Et le client de dire, pour bien enfoncer tout ça, mais à quoi ça sert de me poser des questions si vous ne tenez pas compte des réponses? La fois d'après, le commercial, il ne se parle même plus de ses solutions. Il rentre à l'usine en disant, patron, foutu, les bouteilles d'eau, petit format, au plat, c'est mort. Le marché, il a basculé. Il est passé à l'eau pétillante en grand format. Et il y croit en plus. Parce qu'à force de s'en prendre comme ça des claques, on finit par devenir l'avocat du client. Et vous avez des commerciaux qui ont été transformés en éponge à doléances, en aspirateur à lamentation, qui passent plus de temps à défendre le client dans l'entreprise, à faire changer la stratégie et les unités de production, plutôt que de défendre nos solutions chez le client. On revient à une forme de vente beaucoup plus projective que par le passé. Et ces mutations, on va les retrouver comme ça. Il y a des situations où l'achat est prédéterminé, avec des clients autonomistes. Et puis il y a des situations où l'achat est concerté. C'est qu'on attend un technicien, un expert, un ingénieur, un sachant pour nous aider. Le fait d'avoir ces situations nous amène à avoir des autonomistes et des non-autonomistes qu'on va mettre aux extrémités. Et la valeur ajoutée attendue est forte avec ceux qui sont dépendants et très faible avec ceux qui sont autonomes. Verticalement, alors, qu'attend un client qui est autonome, voire autonomiste? Il ne faut pas se tromper. Avoir un comportement linéaire est dramatique. On va dans une boulangerie, achat prédéterminé, prémédité, prédéterminé au type de produit. Moi, j'aime bien les baguettes bien cuites. On arrive à la boulangerie, qu'est-ce qu'on demande à la boulangère? Je voudrais? Une baguette bien cuite. C'est simple. Qu'est-ce qu'on attend de la boulangère? Qu'elle donne une baguette bien cuite. C'est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Imaginez la boulangère. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous poser quelques questions. C'est pour tremper dans quoi? Vous comptez mettre quoi dessus? Vous venez la partager avec qui? C'est extrêmement énervant. Extrêmement énervant. Je veux dire, c'est que le modèle systématique, décalé, déphasé par rapport à une situation de vente peut être dramatique. On a des clients qui sont en phase d'information, qui vont rentrer dans la boulangerie en disant « Qu'est-ce qu'il vous reste comme pain ?» C'est « Dites-moi, c'est moi qui vais choisir, je ne vous demande pas de conseil. » Vous avez des gens qui sont en phase de conseil. Qu'est-ce qu'ils attendent quand ils demandent un conseil? Qu'on leur donne. Il n'y a rien de plus énervant. On vient d'acheter le costume, la chemise, arrive le moment un peu fatidique de la cravate. On essaie une cravate dans le magasin, et puis on dit « J'ai pas beaucoup de goût, est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Est-ce que la cravate va avec la chemise ?» Et là, vous avez une bille qui vous dit, vous savez, les goûts et les couleurs. Mais comme moi, j'ai pas de goût, je cherche quelqu'un qui aurait un peu plus de goût que moi. Tout petit peu. Alors, on essaye un, et il dit, non, là, franchement, ça, c'est vous qui voyez. Alors, on enlève, puis on se retrouve sans cravate. C'est ça. C'est qu'il y a un tel décalage entre les expressions de demande et les comportements que ça devient très délicat. On est face à des clients qui sont dans des attitudes très favorables, d'autres qui sont dans des situations de résistance extrême, ce qui amène à 4 modèles de vente. Et ces 4 modèles de vente s'appellent la vente relationnelle. Je sais ce que je veux et c'est chez vous que je veux l'acheter. La vente d'expertise, je ne sais pas encore ce qu'il me faut, mais c'est avec vous que j'ai envie de travailler. La vente consultative, je ne sais pas encore ce qu'il me faut et je n'ai pas choisi mon fournisseur. Et la vente projective, je sais ce que je veux, mais ce ne sera pas chez vous. C'est ça, on peut vraiment le segmenter et il y a 4 modèles, 4 attitudes, 4 schémas de vente qui n'ont rien à voir ensemble. Et si on se trompe de schéma, c'est dramatique. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les évolutions font qu'on est en train de glisser vers la gauche, vers des clients qui sont de plus en plus autonomes, avec soit l'envie d'acheter, soit au contraire une prédétermination à la concurrence. Ce qui fait que les modèles de demain seront soit des modèles de vente relationnelle qui sont basés sur une excellence opérationnelle et comportementale et une assertivité, c'est-à-dire une capacité à faire revenir les gens sur leurs décisions bien plus forte. Un vrai travail d'avocat de la vente, ou pas avocat de l'entreprise chez le client et pas l'inverse. Alors, ces modèles de vente, quand vous voyez le camelot sur le marché, c'est un roi des modèles de vente.
On se dit, les vendeurs, ils ont ça dans la tchatch. Mais ce n'est pas de la tchatch, parce que quand on regarde de près, vous avez des personnages qui sont risibles, dont on se moque, et avec un professionnalisme extrême. C'est simplement vous mimer le camelot sur le marché et faire le parallèle avec l'ingénieur d'affaires. Le camelot sur le marché. Il vend un produit dont vous avez tous besoin. Il s'agit d'une machine à éplucher les pommes de terre et à couper les carottes en rondelles. Vous en avez besoin? Non? Moi, j'ai pas de pommes de terre? Si? Vous épluchez pas. Il y a des cochons. Parce que dans sa tête, à aucun moment, il ne peut imaginer que vous ne soyez pas des clients potentiels. Il est face à des personnes qui sont censées acheter, et là, il va commencer son modèle de vente. Tiens, il est payé comment, notre gars? Comment il est payé? À la com. À la com. Vous voyez, on connaît le modèle de vente. Pourquoi? Il est payé à la com parce que chaque jour, il va devoir se donner un sacré coup de pied dans les fesses pour aller travailler. Le système de rémunération est là pour ça. Le premier manager d'un vendeur, c'est son système de rémunération. Vous pouvez garder ça dans un coin. Et quand on a une vente dure, il va falloir avoir un système de motivation extrêmement fort pour pouvoir compenser ça. Alors, il se dit, moi, il me faut gagner, d'après ses calculs, 300 € par jour pour pouvoir vivre en payant ses frais. Si je veux gagner 300 € par jour, sachant que je gagne 30 € par machine, je vais devoir vendre 10 machines par jour. Non, ça fait beaucoup. Combien il me faut de prospects pour décrocher un client? Il me faut 10 prospects pour décrocher un client, ça veut dire 100 prospects par jour. Wow. 100 prospects, je ne vais pas faire du porte-à-porte. Donc je vais choisir un système de vente qui est vente à un groupe. Je vais faire les marchés et je vais faire des démos en vente à un groupe. Combien je peux avoir de personnes dans un groupe? Par expérience, il dit j'arrive à une dizaine de personnes, ça va. Donc 10 démos à 10 groupes. Le marché commence à 8 heures, il termine à 13 heures. De 8 à 9, ça fait 10, ça veut dire 5 heures. Ça fait 2 démos par heure. Peut-être pas. À 8 heures, il est sur le marché. Il est allé voir sur le marché à 8 heures. Il a observé les gens à 8 heures. Il a trouvé qui à 8 heures sur le marché? Ceux qui sont l'après-midi à l'agence de les mêmes. Il dit, il y a plein de petits vieux. Il n'y a rien contre les petits vieux, il fait une analyse de potentiel. Est-ce qu'ils ont des sous? La réponse est oui. Est-ce qu'ils les sortent facilement? La réponse est non. Vous êtes expert en vente. Il dit, ce sont des P+, C-. Il y a des P+, C-. Gros potentiel en termes de ciblage, ils ne sortent pas facilement. Donc il va falloir adapter le process. Parce qu'il ne veut pas les laisser filer. Il les suit. Il dit, si je ne peux pas leur vendre sur le marché, je vais essayer de vendre à domicile. Ils sonnent. Qu'est-ce qui se passe? La chaînette et le Judas. Ça ne rentre pas. Il dit, c'est pas bon. Alors il a continué. Il les a suivis toute la semaine. Jusqu'au dimanche après-midi, il les a retrouvés où? Au loto. Et au loto, il a observé les comportements. Ils devenaient fous. Tous ensemble. Tous ensemble. Et ils misaient, et ils mettaient de l'argent et tout. Il dit, c'est marrant, quand on les met ensemble, les petits vieux, ils deviennent fous. Et ils achètent. Donc on va organiser les réunions de petits vieux. Qu'est-ce qui les motive? Ils aiment bien manger. Donc on va leur offrir un gastro. Ils aiment bien gâcher. Et ils aiment bien se promener, à condition de ne pas marcher. Il est spécialiste. Donc il dit, on va faire des voyages sponsorisés en bus, avec un repas et puis une petite danse derrière. Ça fait la visite du Mont-Saint-Michel au départ de Paris en une journée, 30 €. Et pour sponsoriser ça, à 10 h, il y a la démonstration des casseroles en cuivre. À 11h30, la machine à couper les carottes en rondelles et les couvertures chauffantes l'après-midi. Il a inventé un process spécifique. C'est affreux, mais c'est la réalité. Hein, c'est la réalité. Après, il va démarrer sa vente sur le marché à 9 h. Parce que de 8 à 9, il est allé au café pour ne pas excuser la voix. Alors, il a mis son petit micro là, qui a l'âge. Et puis, il est là à 9 h. Il se dit, il va falloir que je choisisse un modèle de vente. Le DAPA, ça ne va pas marcher. Donc, il va utiliser le bon vieux modèle AIDA. AIDA, ça vous rappelle quelque chose? Attirer l'attention, susciter l'intérêt, créer le désir, pousser à l'achat. 1950. Alors, il a une pile d'assiettes. Et là, il commence à casser les assiettes. Là, il casse les assiettes. Au bout de 5 minutes, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, voyez bien, je casse les assiettes. Donc, on lui casse les assiettes. Il dit, est-ce que je n'avais pas dû les offrir? Mais comme personne n'en veut, vous voulez que je fasse? Je les casse. Il va se les ramasser. Il dit, mais ne les cassez pas, moi ça m'intéresse. C'est vrai, ça vous intéresse? Vous voulez que je vous en donne? Alors, il dit, ben oui, ça m'intéresse. Alors, il prend, tiens, ben, tenez, là, les assiettes, il y a l'autre qui passe par là. Pourquoi il vous donne les assiettes? Il offre les assiettes. En 5 minutes, vous avez 10 personnes dedans. Il a son groupe de 10 prospects. À partir de là, il ramasse 2-3 bricoles qui traînent.
puis immédiatement, regardez, c'est un petit cadeau, ça me fait plaisir. Ça ne refuse pas. Petit cadeau. Il fait 2-3 victimes comme ça, parce qu'il sait que pour recevoir, il faut commencer par donner. Elles ne bougeront plus. Comme il sait qu'il n'a pas beaucoup de crédit, il va poser une première question. Mesdames et messieurs, avez-vous idée du pourcentage de fruits et légumes qu'on met à la poubelle chaque année parce qu'on ne sait pas les éplucher correctement? Combien vous direz un pourcentage? De l'ordre de... Combien dites-vous? 30, un peu moins, ce sera la faillite, un petit peu moins, pas loin. 10. Plus que ça. Le montant exact, c'est... Vous avez dit 18. C'est dit, Anna? Vous êtes professionnel? Votre prénom, c'est Bérangère. Nous avons la chance d'avoir Bérangère parmi nous, les professionnels. On peut applaudir Bérangère. 23%. Peu importe, vous pouvez être 18, 22, c'est lui qui choisit. En temps réel. Bérangère est professionnelle, on a la chance d'avoir une professionnelle. Si elle n'est pas professionnelle, mieux qu'une professionnelle, une passionnée, mesdames et messieurs. Bérangère, c'est 25%. Vous ne le croyez pas? À partir de là, il prend une pomme de terre, il commence à éplucher avec son couteau, il a fait des milliers de fois. D'un côté de la balance, il va mettre les épluchures. De l'autre côté, la pomme de terre, vous avez, combien vous disiez, monsieur? 25%, entre 22, tous les points dont il appuie, il fait ce qu'il veut, de toute façon, 25%. Vous imaginez le nombre d'écrans plats que vous auriez pu offrir dans votre famille, le nombre de voyages, si vous aviez pu faire ça. Alors,